Bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts sur Cryptost, la première de la saison qui porte donc sur les monnaies numériques de banque centrale et plus particulièrement sur l'e-euro. Cette série vous accompagnera tous les dimanches du mois d'octobre et sera donc découpée en 4 épisodes dont voici le premier. Dans cette vidéo, nous allons revenir avec Bruno Collin, historien spécialisé dans l'histoire de la monnaie, sur les grandes étapes des monnaies jusqu'à l'abandon de l'étalon or, puis de la montée en puissance des monnaies fiduciaires jusqu'à l'arrivée de Bitcoin et des crypto-monnaies. Nous verrons enfin ce qu'implique la digitalisation des devises à travers le monde et donc l'arrivée de l'euro numérique et des différentes MNBC. La semaine prochaine, nous échangerons avec la Banque de France au sujet de cet e-euro. Je vous invite donc à poser toutes vos questions en commentaire à ce sujet. Enfin, nous échangerons avec des avocats et des économistes en fin de série afin d'esquisser les changements macroéconomiques et géopolitiques induits par ces changements. Je vous laisse donc en compagnie de Bruno Collin pour ce premier épisode. Bonne écoute. Bonjour Monsieur Collin. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce premier épisode sur l'euro numérique et l'évolution des monnaies. Vous êtes historien, spécialisé dans l'histoire de la monnaie et on va voir ensemble justement les premiers échanges, les premières monnaies et on va s'aventurer gentiment sur les crypto-monnaies, le Bitcoin et puis arriver sur l'euro numérique, voir ce que ça pourra changer dans nos usages et aussi dans la création monétaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, donc je m'appelle Bruno Collin, j'ai fait mes études à l'Université de Montpellier et tout jeune, je me suis intéressé à la monnaie sous l'aspect collection, objet de collection, donc monnaie métallique au départ. Et de fil en aiguille, j'ai choisi de faire justement des études d'histoire à l'université. J'ai fait une maîtrise sur l'histoire de la monnaie et après j'ai continué sur un doctorat de 3e cycle et un doctorat d'État. C'est ma spécialité étant à l'époque la monnaie au XVIIe et XVIIIe siècle en France et plus spécialement dans la région Languedoc-Roussillon. Donc j'ai commencé là-dessus et après j'ai travaillé quelques années à la Monnaie de Paris, au service des monnaies de collection. J'ai été co-créateur du musée de la monnaie, le précédent, pas celui-ci puisqu'il a changé récemment. J'ai fait pas mal d'expositions, pas mal de bouquins et de nombreux articles sur ce sujet. Et c'est amusant, quand on parle effectivement de l'évolution de la monnaie, on pense très vite que le troc était au début des échanges. Ça divise parfois les historiens ou autres. Où est-ce qu'on en est effectivement de cette vision-là ? Alors, en fait, on n'a pas du tout de certitude. Enfin, le troc a nécessairement existé. Il n'y avait pas d'autre possibilité, au moins au début. Quand la période préhistorique, on a commencé à cultiver, il fallait évidemment échanger des produits. Donc, ça reste quelque chose de très limité. Mais le troc ne peut se développer que dans un secteur excessivement restreint. Parce qu'on arrive rapidement à ces limites. Moi, j'ai une vache, vous avez du blé, mais ce n'est pas du blé que je veux, c'est autre chose. Donc, comment on fait dès qu'on part en triangulaire ou dès qu'on tombe dans des grosses valeurs ? Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à un objet qui puisse permettre d'étalonner et qui puisse permettre d'échanger des produits différents. Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'est apparue la monnaie, c'est-à-dire que quand l'économie a commencé à beaucoup se développer, on a eu besoin, enfin beaucoup, du moins plus, on a eu besoin d'avoir un objet parallèle qui soit à la fois un étalon et un moyen d'échange. Quasiment n'importe quoi peut être une monnaie. Il suffit simplement que ce soit accepté par tout le monde, ça évidemment et que ce soit calibrable. Par exemple, dans les toutes premières, je dirais, monnaies, vous avez eu ce qu'on appelait le cori. Le cori, c'est un petit coquillage qui s'appelle Cypraea moneta, qu'on trouve surtout dans l'océan Indien, et qui a la particularité justement d'être pratiquement toujours du même calibre. Ça permet d'avoir quelque chose de constant, de disponible en grande quantité, qui à l'époque en plus n'avait aucune valeur intrinsèque, c'était juste un tout petit coquillage, donc ça n'avait pas de valeur intrinsèque comme de l'or ou de l'argent, et qui était accepté par tout le monde, qui servait à payer, qui servait même à thésauriser, c'est-à-dire qu'il y avait des banques qui permettaient dans des sacs de thésauriser son bien. Et c'est un coquillage qui a servi quand même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En Afrique, on l'a utilisé très longtemps. Ce coquillage s'est répandu depuis l'océan Indien, tout d'abord vers l'Afrique, et ensuite a traversé l'Afrique et est parti vers l'Amérique du Sud. On en a retrouvé également dans tout l'océan Pacifique. Donc ça a été vraiment, je dirais, une des premières monnaies universelles, ce petit coquillage. Et après, on connaît plein d'autres moyens d'échange monétaire,
qui étaient peut-être plus souvent des moyens de stockage que des moyens de paiement. Je pense par exemple à des lingots de sel dans certaines régions. Il y a eu des plumes aussi qui ont servi de monnaie. Les pots de castor ont servi de monnaie. Dans une île l'île de Yap, dans le Pacifique, vous avez des énormes roues en pierre qui servaient de monnaie, qui étaient plus symboliques que vraiment un moyen d'échange. Voilà, donc il y a le support lui-même, vous avez des perles de verre, vous avez eu des objets en métal, enfin il y a eu plein de choses qui ont pu servir de monnaie. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit accepté par tout le monde et que ce soit calibrable de manière effectivement à pas avoir uniquement, c'est comme si on avait une barre d'or, vous voyez, ouais, on ne pourrait pas te vivre toute la journée en payant avec une barre d'or. Donc il fallait quand même qu'on puisse le tronçonner. Donc les supports, ils changent, mais l'objectif reste le même, effectivement, c'est d'échanger de la valeur tant que les gens qui l'échangent sont d'accord, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ce qu'on dit, les trois principes de la monnaie, c'est que c'est une valeur d'échange, que c'est un étalon qui permet de quantifier le prix d'un objet et que c'est une valeur de placement. Moi, j'en rajouterai un quatrième, c'est que c'est aussi un support politique. C'est-à-dire que celui qui bat la monnaie, celui qui est propriétaire de la fabrique de monnaie, il a aussi un impact politique parce que ça lui permet d'abord de payer une armée, etc. Mais aussi parce que à partir d'une certaine période, en particulier après Alexandre le Grand, on commence à mettre son portrait sur les monnaies. Avant, c'était pas des portraits, c'était juste des emblèmes de cités ou des dieux ou des déesses. À partir de la fin d'Alexandre le Grand, on commence à mettre son portrait. Donc on commence à véhiculer son image. Donc il y a toute une portée politique derrière qui se développe très longtemps. Et quand on avance beaucoup dans le temps et qu'on arrive effectivement dans les années 1950, 1970 avec l'abandon de Bretton Woods, avant certaines monnaies étaient indexées sur l'or, enfin tout à fait. Étaient avec les talons or justement. Oui. Cet abandon des talons or qui, on le disait au début, est un peu dans les bitcoiners, et on en discutera après, avec une valeur finie, le début de l'aberration monétaire. Est-ce que c'est vraiment un tournant historique, cet abandon de Bretton Woods ? Oui, c'est vraiment parce que je dirais du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à Bretton Woods, c'est un raccourci un petit peu rapide, on s'est basé uniquement sur des étalons qui étaient or, argent, et puis éventuellement bronze, qui n'était pas un étalon, mais qui était une monnaie d'échange. Mais voilà, donc toute la période monétaire antérieure a été basée là-dessus. Et du jour au lendemain, on passe vraiment dans du fiduciaire total, c'est-à-dire que la monnaie, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bout de papier, ça peut être un morceau de carton, ça peut être ce qu'on veut, et ça change complètement. Ça peut être aussi une écriture dans des comptes, etc. Donc là, c'est vraiment un grand choc. Alors, ce choix, il a été fait parce que il y a eu une grosse, comment dirais-je, il est issu du 19e siècle. Jusqu'au 19e siècle, les monnaies avaient une valeur métallique intrinsèque, donc de l'or ou de l'argent, et pouvaient être pesées si nécessaire, et donc la valeur de cette pièce était proportionnelle à la quantité d'or ou d'argent qu'il y avait eu à l'intérieur. Au 19e siècle, il y a eu les grandes découvertes de métaux, en Australie, le Klondike, la Californie, etc. Et d'un seul coup, on s'est retrouvé avec un énorme afflux d'or en particulier sur le marché, et ce qui fait que ça a complètement déstabilisé tous les cours internationaux, et du coup, les monnaies, enfin les monnaies entre elles, c'est-à-dire le dollar, la livre, etc., ont commencé à avoir des valeurs complètement différentes qui n'étaient plus sans aucun rapport avec la valeur métallique. Et donc, il a fallu changer complètement le système à cause de ça, parce qu'après, évidemment, c'était spéculatif. Donc, votre monnaie, si d'un seul coup l'or se mettait à monter, vous maîtrisiez plus du tout votre masse monétaire. Et après, on est effectivement totalement dans de la monnaie fiduciaire. C'est ça. Et est-ce qu'on peut revenir sur la définition de la monnaie La monnaie fiduciaire, en fait, c'est un objet qui n'a en soi aucune valeur et à qui on reconnaît une valeur pour faire des paiements, etc. Donc, pourquoi fiduciaire ? Parce que fiducia, ça veut dire, comment dirais-je, fidélité, mais ça veut dire surtout confiance. Donc, on a confiance dans l'État ou dans la société qui l'émet. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous avez certains États dans lesquels on n'a pas confiance et qui se retrouvent avec des inflations monétaires. Je pense au Zimbabwe, par exemple, qui émet des billets de 500 milliards de dollars parce que leur monnaie vaut rien du tout. Donc, la monnaie fiduciaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a confiance dans l'État qui l'émet et on le prend pour la valeur qui est mentionnée dessus. La valeur qui n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque du support. La Banque Centrale Européenne, en la matière, je pense, gère assez bien les stocks, quoique ces 2 dernières années, à cause de la crise, ils ont mis quand même en circulation de grosses quantités de pièces et de billets. Et il y a des monnaies dans le passé qui se sont arrêtées, qu'on a abandonnées justement
parce qu'elles étaient avaient trop subi l'inflation? Oui, tout à fait. De manière récente, je vous dis, le Zimbabwe, là, qui finalement, sa monnaie a quasiment disparu parce qu'elle ne vaut plus rien. On a eu la même chose récemment pour le Venezuela, où il y a eu une inflation galopante et où justement, ils souhaitent passer à une monnaie complètement virtuelle. Cuba aussi, qui s'est un peu lancé là-dessus. Cuba qui a eu même à un moment 2 monnaies, c'est-à-dire une monnaie pour les Cubains et une monnaie pour les touristes. Donc voilà, et après, il y a tout un tas de manipulations possibles. Bon, les principales monnaies dans le monde étant quand même l'euro et le dollar. Et votre regard d'historien, justement, à l'annonce du Salvador de choisir Bitcoin d'autoriser Bitcoin en cours légal, quand vous avez vu cette information-là, qu'est-ce que vous êtes dit? Est-ce que c'était là aussi un tournant important ou est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique? Moi, personnellement, je trouve que c'est une gageure parce que je vois pas du tout comment l'économie de ce pays va procéder pour assurer tous ces paiements de cette manière-là, sachant que c'est une économie. Enfin, après, ça nécessite une économie très bancarisée. Or, ce n'est pas le cas. C'est un peu le même problème dans les pays africains, par exemple, où ils ont besoin d'espèces parce qu'au jour le jour, ils n'ont pas les moyens, ni techniques, ni même financiers, puisque c'est quand même des grosses valeurs, de payer par ce moyen-là. Je pense que c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Et les pays qui souhaitent diriger vers des monnaies plus digitales, est-ce que là, en fonction de ce que c'est quelque chose d'intéressant? On parlait tout à l'heure en off, effectivement, du risque de blackout et de ne plus avoir d'électricité, et donc de revenir vers le cash. Il y a des pays qui ont fait le choix d'abandonner le cash et qui font marche arrière. Tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui va prendre de l'importance plus tard? Alors, je pense que ça ne va pas disparaître. C'est-à-dire que je pense que la crypto-monnaie ne va pas du jour au lendemain disparaître, comme il y a pu avoir, par exemple, pour les billets de la banque de l'As, qui un beau matin ont disparu parce qu'il y a eu une banqueroute frauduleuse énorme. Ça ne va pas disparaître. Je pense que ça ne va pas non plus remplacer complètement la monnaie normale, c'est-à-dire papier et pièces. Les Suédois ont tenté le coup et finalement, ils font marche arrière. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, il y a quand même un besoin de circulation minimale pour payer des petites dépenses. D'autre part, il y a aussi un problème, donc, comme vous le disiez, technique. C'est-à-dire que si jamais il y avait une panne électrique généralisée ou même locale, on se retrouverait dans la capacité de payer, de vivre, d'aller chez ses commerçants, etc. Et puis, il y a aussi derrière un aspect, je dirais, un peu anarchiste, qui est que les gens n'ont pas envie de se faire pister parce que quand même, toutes ces monnaies ont une grande traçabilité. C'est aussi ce qui fait leur force, c'est qu'on peut les tracer, donc on sait quand même d'où elles viennent et où elles vont, c'est pas n'importe quoi. Mais la traçabilité veut dire aussi que derrière, on peut savoir ce que vous avez acheté, quand... Bon. Vous allez me dire, c'est un peu déjà le cas avec la carte bancaire où, de toute façon, toutes vos acquisitions sont géolocalisées, et on sait ce que vous avez acheté, dans quel magasin, etc. Mais je pense qu'il y a quand même cette limite entre guillemets, de liberticide. Voilà. Et pour rester sur le côté crypto-monnaie, à l'époque de toutes les monnaies qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est effectivement confiance en l'État, confiance en la personne qui l'émet. Les crypto-monnaies... Oui. Satoshi Nakamoto, on ne sait pas vraiment qui c'est. C'est ça. La confiance allait être transférée vers un protocole. Oui. Est-ce que, forcément, c'est du jamais vu dans l'histoire parce qu'avant, il n'y avait pas d'informatique, mais est-ce qu'il y a eu, à certains moments aussi, des monnaies qui ont reposé sur quelque chose dont on ne connaissait pas l'existence ou dont on ne connaissait pas l'émetteur? Alors, des monnaies dont on ne connaissait pas l'émetteur réel, connaissait au sens, je veux dire, public. Il y en a eu beaucoup parce qu'en particulier, par exemple, sous l'Empire romain, vous aviez beaucoup d'usurpateurs qui, pour payer leurs troupes, puisque c'était essentiellement la dépense principale, émettaient des monnaies à leur nom. Or, ces gens, on ne les connaissait pas du tout, ou de manière très très régionale. Je pense par exemple, il y avait un usurpateur qui s'appelait Carausius au IIIe siècle en Grande-Bretagne et qui a émis des monnaies à son nom. C'était très, très local, mais il gardait, c'était ça qui était intéressant, c'est que ces monnaies qui étaient émises par des gens qui normalement n'avaient pas l'autorité pour le faire, gardait exactement la même forme que la monnaie normale, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ne s'amusaient pas à inventer une nouvelle forme de monnaie. Tandis que là, avec la crypto-monnaie, on rentre dans une autre ère de monnaie, c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait avant. Donc, effectivement, il n'y a pas d'état émetteur, et deux, même au niveau de la forme, etc., c'est complètement autre chose. Donc là, il y a vraiment une innovation.
Et cette invention qui fait suite, si on veut vulgariser un petit peu, à la crise des subprimes, et donc qui prend son fondement dans l'échec peut-être de la politique monétaire de l'époque, est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous l'expliquez aussi? Alors, effectivement, on peut le comprendre, mais je pense que ça reste quand même très, comment dirais-je, non pas marginal, mais je ne pense pas que ça atteigne le grand public. Tout le monde a entendu parler de crypto-monnaie. Après, de là à comprendre comment ça fonctionne, comment je peux payer avec, etc., je pense que ça reste quand même dans un public qui reste assez marginal. Ne serait-ce que simplement parce que tout le monde n'a pas un ordinateur chez soi et puis n'a pas les capacités d'utiliser ce type de monnaie. C'est quand même assez complexe. Et c'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'effectivement, l'euro qu'on connaît aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête peut-être du nombre d'échéances qui se fait en billets ou qui se fait en carte bancaire. Aujourd'hui, je crois que c'est les cartes bancaires qui explosent de toute façon. Depuis le Covid, oui. Depuis le Covid, la majorité des paiements. Si on revient sur un euro digital et qu'on s'avance un petit peu vers la disparition de la monnaie papier, quels sont les risques et quels sont les avantages? Alors, je voudrais revenir sur ce que vous dites, parce qu'effectivement, les cartes bancaires ont explosé, surtout quand ils ont élevé le plafond de 20 à 50 euros en cashless, enfin sans contact, pardon. En revanche, ce que j'ai appris cette semaine par la Banque de France, c'est que parallèlement, le nombre de billets en euros en circulation, enfin émis, a augmenté aussi de manière considérable. C'est-à-dire que comme on ne les voit pas en paiement, ces euros, ils sont capitalisés quelque part, donc les bas de laine ont été reconstitués, comme dans l'ancien temps, et donc beaucoup de gens font du stock de billets en euros. Donc un beau matin, ces stocks vont ressortir. Sur leur matelas. Voilà, sous le matelas, quelque part. Mais en tout cas, on constate que, parce que le montant des dépenses, effectivement, de plus en plus sont payés par carte bancaire. Mais en revanche, je vous dis, ça m'a surpris, c'est la Banque de France nous a expliqué ça lors du colloque Cité-Côte de cette semaine, que le nombre de billets en euros avait également augmenté, ce qui est quand même assez intéressant. Ouais. Donc ça veut dire que ça, c'est les gens capitalisent ça chez eux. Et donc, il y a aussi un besoin de stock. Ce qui fait que c'est peut-être une sagesse, c'est-à-dire que si jamais, effectivement, on avait un problème de type bêtement électrique ou je ne sais quoi, de toute façon, on ressortira le bon vieux porte-monnaie en euros qu'on a dans un coin et on le réutilisera. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas... Donc après, je pense qu'effectivement, à partir du moment où les cartes bancaires et tous les moyens de paiement de ce type-là sont de plus en plus utilisés, je pense qu'effectivement, après, derrière, on peut passer à un euro numérique. Si on manipule plus de pièces et de billets, ça me semble être rentré assez rapidement dans les esprits. Et dans le traitement que peuvent faire les institutions, alors pas forcément sur la vie privée, mais sur l'émission monétaire, est-ce que ça les aiderait effectivement d'avoir quelque chose de numérique plutôt qu'aujourd'hui avec... Alors c'est un jeu d'écriture comptable déjà, mais c'est peut-être plus facile de gérer l'inflation? Je ne sais pas si ça intervient beaucoup sur l'inflation. Je me méfie toujours de ce qui est entre guillemets non visible, parce que le numérique, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut apprécier, mais qui n'est pas visible. Donc, quand il y a une grande transparence, une grande opacité, dans l'émission, on ne sait jamais exactement quelles sont les quantités qui sont émises, et ça permettrait effectivement de fabriquer de la monnaie sans le dire. Bon, ceci dit, les États sont prompts à dénoncer, par exemple, le Bitcoin comme étant des monnaies parallèles, etc. Bon, il faut savoir que par le biais des prêts, etc., les banques fabriquent de la monnaie toute la journée aussi. Donc, ils font des prêts sur des sommes qu'ils n'ont pas. Donc ça veut bien dire qu'ils injectent dans la circulation, que ce soit pour des achats importants, des maisons ou des voitures, ou des achats moins importants sur du crédit à la consommation, ils injectent aussi dans l'économie de l'argent qui n'existe pas. Donc il faut aussi tempérer les deux. Et là où effectivement Bitcoin vient en contre-pied de la création monétaire à outrance d'aujourd'hui, c'est dans sa limite de 21 millions. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important qui le caractérise? Oui. Je pense que vous le saviez que c'était 21 millions. Beaucoup de gens savent que c'est 21 millions. Est-ce que c'est là aussi important pour conserver la valeur d'une monnaie d'avoir un nombre fini? Alors oui, ça c'est très important, mais j'ai quand même une question, c'est qui est-ce qui a décidé que c'était 21 millions et comment on vérifie qu'il n'y a vraiment que 21 millions? Parce que, moi j'ai un peu de mal à comprendre le concept de la création de Bitcoin ou de crypto-monnaie, mais les gens qui font ce qu'on appelle du minage, ils créent de la monnaie.
Ouais. Donc, ils créent de la monnaie jusqu'à hauteur de 21 millions et après ils vont s'arrêter ou on va continuer après? Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'au départ on annonce qu'il n'y a que 21 millions de billets, enfin de crypto-monnaies qui sont émises, très bien. Mais d'abord, est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint les 21 millions? Parce qu'au départ de la banque de l'As, donc pour revenir sur cette banqueroute qui se passe au moment de la Régence, donc après la mort de Louis XIV, lui aussi il avait décidé que le nombre de billets serait limité. Quand on a créé la Signia, aussi au départ c'était limité. Et puis finalement, comme ça passait bien et que c'était bien admis dans le public, bah après la planche à billets fonctionne. Bon, là c'est une planche à billets matérielle, mais le minage jusqu'à quand? Enfin, est-ce que vraiment on va s'arrêter à 21 millions, quoi? Mais là aussi c'est de la monnaie. Là aussi c'est une monnaie fiduciaire au sens où il faut avoir confiance dans la monnaie. Il faut se dire effectivement on va s'arrêter à 21 millions. Point. Il faut avoir confiance dans le protocole. C'est ça, dans le protocole, oui. Effectivement, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui peut tuer une monnaie? Le manque de confiance, l'inflation? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, je pense en priorité le manque de confiance, parce que qui dit monnaie dit utilisateur. Si vous n'avez pas de confiance dans la monnaie, imaginez vous créez une nouvelle crypto-monnaie aujourd'hui, si vous avez personne qui vous suit, bah, votre crypto-monnaie ne vaudra rien du tout. En revanche, si effectivement il y a un protocole qui est sérieux, etc., vous aurez une confiance et à ce moment-là, les gens vont vous suivre. Donc je pense que la confiance, ça c'est vraiment la base. Après, effectivement, l'inflation, ça c'est certain. Ça peut être une protection contre l'inflation ou une limitation contre l'inflation. Mais il ne faut pas que la monnaie en question devienne, comment dirais-je, un jeu de casino. C'est-à-dire que le handicap peut-être aussi des crypto-monnaies, c'est qu'on a l'impression qu'elles n'ont pas une valeur stable. Ce qui est le cas, hein, parce qu'on voit d'où est parti le Bitcoin et où il est aujourd'hui. C'est plus je dirais un élément spéculatif qu'une monnaie au sens traditionnel du terme. On ne spécule pas sur l'euro, par exemple. Bon, l'euro, c'est juste un moyen de paiement, point barre. Mais en revanche, effectivement, on peut spéculer sur l'or, sur l'argent, sur des actions, etc. Et la crypto-monnaie, ça ressemble plus à un objet spéculatif qu'à une vraie monnaie. Où est-ce que vous positionnez Bitcoin, les crypto-monnaies en général, qui sont aujourd'hui effectivement un peu spéculatives? On met en dehors de ça ce qu'on appelle les stablecoins, qui sont effectivement du dollar ou de l'euro tokenisé. Mais ces crypto-monnaies-là, Bitcoin, Ethereum, est-ce que vous les positionnez comme des monnaies? Oui, sur des monnaies, mais je dirais des monnaies marginales. Enfin, aujourd'hui. Après, bon, j'ignore comment ça va évoluer, mais des monnaies marginales, c'est-à-dire, je dirais des monnaies de substitution. Voilà. Que pour des raisons X ou Y, une certaine partie de la population mondiale utilise pour faire leur paiement, mais une monnaie de substitution par rapport aux monnaies existantes. Et sur l'euro numérique, aujourd'hui, l'interrogation, c'est sur quoi cet euro numérique sera émis? Est-ce que c'est une blockchain publique? Est-ce que c'est une blockchain privée? L'intérêt d'avoir une blockchain publique, c'est justement d'être transparent et de redonner la confiance. Est-ce que si demain, toutes les monnaies du monde passent sur blockchain publique et sont transparentes, Bitcoin trouvera toujours sa place, d'autres crypto-monnaies trouveront toujours leur place, là où elle rapporte la confiance dans un monde où on l'a perdu justement? Oui, je pense que ça correspond vraiment à deux besoins différents. C'est-à-dire que si c'est un euro numérique avec une blockchain publique, il y aura de confiance et donc ce sera plus facile à développer vis-à-vis du grand public. En revanche, je pense qu'il y aura toujours un intérêt à garder de la crypto-monnaie parallèle pour des tas de raisons et même pour des raisons spéculatives. Je veux dire, si j'ai envie de jouer des fonds et que ça monte ou que ça descende, je peux très bien jouer sur les autres crypto-monnaies. Donc je pense qu'elles ne disparaîtront pas parce que c'est vraiment deux usages différents. Et la position du Salvador, on en parlait un peu tout à l'heure. Comment vous expliquez que ce soit plus facile aujourd'hui pour un pays de dire on accepte le Bitcoin comme cours légal que d'essayer de recréer une monnaie avec une inflation qui sera incontrôlable ou d'accepter le dollar pour des raisons géopolitiques? Oui. Moi, je pense qu'ils prennent un gros risque parce que je pense que ça restera. Parce que je ne conçois pas ça au Salvador, pas plus qu'à Cuba ou au Venezuela, parce que tout ça, c'est des pays dans lesquels l'économie n'est pas développée comme une économie européenne ou américaine. Donc, je pense que ça peut éventuellement se développer dans ce type d'économie, mais je ne vois pas non plus, par exemple, en Afrique, se développer ce genre de choses parce que les gens n'ont pas de connexion Internet, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'ils sont dans un seuil de pauvreté qui est bien en dessous des besoins d'usage de ce type de monnaie. Ça va rester très marginal, peut-être au niveau des banques, peut-être au niveau de grandes fortunes ou de commerçants, mais je ne pense pas qu'au niveau de la population, ce soit très utilisé. Si on se projette en 2025, où a priori l'euro numérique, ça y est en circulation, comment vous voyez justement la monnaie de 2025 comment vous voyez le monde en 2025 entre les crypto-monnaies et les monnaies numériques de banque centrale?
Je pense que, de toute façon, les gens accepteront plus volontiers les monnaies numériques de banque centrale, c'est certain, pour des raisons justement de confiance. Et que ce sera la majorité, ce sera les monnaies numériques de banque centrale. Après, faut voir par quel support on l'utilisera. Si c'est tout simplement par une carte bancaire, si les comptes seront en crypto-monnaie, il faudra basculer complètement dans la crypto-monnaie à ce moment-là. Mais j'imagine quand même qu'on conservera un usage de monnaie papier, monnaie métallique, etc., pour des consommations de tous les jours, même si, effectivement, avec la crise, on nous a fait basculer dans une autre ère et on utilise beaucoup plus les moyens dématérialisés. Parce que avoir son compte avec de la monnaie numérique de banque centrale, c'est avoir un compte ouvert à la banque centrale, a priori, et donc être moins exposé à la création monétaire des banques privées qui, elles, sont plus en danger. Tout à fait, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des crash tests réguliers là-dessus, pour voir un petit peu comment ils réagissent en cas de crise, et dans lesquels ils s'en sortent pas toujours très bien d'ailleurs. Donc, effectivement, c'est une sécurité. Après, justement, il faut voir si la Banque de France est en capacité d'assumer ce rôle. Ou s'il faudra remonter le rôle à un niveau supérieur. Ce sera toute la question qu'on posera à la Banque de France, qu'on recevra la semaine prochaine. Une dernière question, M. Collin. Est-ce qu'à l'époque où le dollar était indexé sur l'or, on peut imaginer que les monnaies numériques de banque centrale demain soient indexées sur l'or numérique, le Bitcoin? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Après, c'est toujours compliqué d'indexer. Enfin, le choix de l'indexation, c'est très important parce qu'on peut se retrouver avec de grosses difficultés. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a une polémique sur le prix du gaz. Et en fait, on découvre que c'est pas parce que le prix du gaz augmente, c'est simplement parce qu'il y a des indexations sur des choses qui n'ont rien à voir avec le gaz et sa distribution. Et que du coup, ça fait monter les prix complètement artificiellement. Donc, il faut bien choisir sur quoi on est indexé. Parce que sinon, ça peut très rapidement déraper et entraîner justement la monnaie dans la chute de l'objet sur lequel on est indexé. Donc, par exemple, l'indexation sur l'or, c'était quelque chose qui était jouable dans la mesure où les quantités d'or étaient limitées. Donc là aussi, on avait 21 millions symboliquement 21 millions d'or. Du jour où l'or, on en a trouvé des quantités industrielles et que ça a inondé le marché, ça avait effondré les cours et toutes les monnaies qui étaient indexées sur l'or, automatiquement, se sont écroulées avec. Parce qu'il y a l'aspect rareté qui est important. Si c'est quelque chose, donc là, tant qu'on reste dans les 21 millions, c'est bon. À partir du moment où on commence à en faire beaucoup plus, l'aspect rareté disparaît et l'indexation n'est plus justifiée. Ça, c'est ça qui fait toute la crédibilité de la monnaie. Super. Merci beaucoup, M. Je vous en prie.